9 pays africains réunis à Abidjan pour faire le point de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sont les pays africains concernés par le programme d'appui à l'accélération à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Leur premier bilan dans ce 13 heures. Dans ce 13 heures également, on ira à Cannes pour parler du marché international des programmes de télévision. La RTI est sur place pour participer aux échanges. Le point de la deuxième journée dans quelques instants. Au Bénin, l'actualité ce mercredi, c'est l'investiture de Patrice Talon. Il a été élu le 20 mars dernier avec plus de 65% des voix. Bonjour à tous. Commençons par ces images du palais présidentiel où il y a eu un conseil des ministres ce mercredi. Le conseil des ministres qui a lieu chaque mercredi donc définit les projets de loi et de réforme à venir pour la bonne marche de la nation. La réunion est présidée par le chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de la revue annuelle sur l'accès à l'eau potable. Des experts dressent le bilan de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans 9 pays africains, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Sierra Leone, un partenariat financé par les Pays-Bas et dont le soutien technique est assuré par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Gabriel Zani, reportage. De 2013 à 2015, 9 pays d'Afrique occidentale et centrale ont bénéficié d'un programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, PADEA. Des experts des pays concernés sont réunis à Abidjan pour faire le point de la réalisation des projets avec les partenaires financiers et techniques, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Sur les 9 pays bénéficiaires, 4 ont atteint l'objectif 7 des OMD en matière d'accès à l'eau potable et 3 ont fait des progrès remarquables. En 2015, les résultats obtenus dans les pays sont notables. En Côte d'Ivoire, par exemple, plus de 117 000 personnes ont bénéficié d'eau potable grâce à la construction et à la réhabilitation des points d'eau. Dans l'assainissement, 46 106 latrines construites au profit de plus de 450 000 personnes, ce qui signifie la fin de la défécation à l'air libre pour près de 1400 localités. Un certain nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement. Il s'agit de la mise en place du groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement, regroupant tous les acteurs du secteur. Le PADEA est un projet né de l'engagement des Pays-Bas à améliorer les conditions de vie de 5 millions de personnes dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone. L'eau et l'assainissement sont des choses principales. C'est nécessaire pour la famille et pour la santé. Et le peuple hollandais, il a donné d'argent en contribution à UNICEF pour faire sûr qu'il y a des populations dans les 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y a de l'eau et l'assainissement disponibles. Financée à hauteur de 50 milliards de francs CFA par les Pays-Bas, cette revue annuelle est la 3e du genre depuis le lancement du PADEA en 2013. Le but, freiner la mortalité des populations vulnérables, comme les femmes et les enfants. Le parc national de la Comoé amorce sa renaissance. Un comité de gestion est mis en place par l'OIPR. Le parc ambitionne de préserver ce patrimoine mondial qui est une réserve de biosphère. Kader Sogodogo. Le parc national de la Comoé, cadre enchanteur, silence d'inspiration, l'ombre invite au repos. Belle vue panoramique sur la Comoé, sans omettre les gazouillements d'oiseaux en fond sonore. Tout cela ne donne aucunement envie d'être dans une salle avec de l'air conditionné. Ces hommes et ces femmes qui bénéficient de cette générosité de la nature sont des autorités administratives, politiques et traditionnelles, des responsables de l'OIPR, des experts en écologie ou encore des invités. Ils font partie du comité de gestion locale du parc national de la Comoé, une initiative de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour préserver nos parcs et réserves. Au cours de cette session en général, on débat de tous les sujets qui permettent une meilleure gestion de l'aire protégée. Aujourd'hui, on a discuté de la planification des activités qui vont être menées par les membres du comité de gestion locale pour l'exercice 2016. Et un document important a été adopté lors de cette session. C'est la convention de partenariat pour une exploitation écotouristique de ce parc-là, d'une zone de ce parc-là, avec Safari Lodge. À la réalité, cela permet, parce que les parcs nationaux, c'est vrai, on les conserve pour les générations futures, mais l'élément fondamental, c'est qu'il faut pouvoir les valoriser.
Et dans le cadre de la valorisation, il faut permettre aux populations qui vivent à la périphérie d'avoir des retombées économiques et financières. Donc véritablement, la présente session nous a permis d'avoir un document important que nous allons finaliser à travers le conseil de gestion de l'OIPR et par la suite, on va passer à la phase de mise en œuvre. Cet héritage naturel comporte une dizaine de types d'habitats peuplés de 620 espèces végétales et 822 espèces animales. Sa superficie est de 1 149 150 hectares, ce qui fait de cet endroit le plus grand parc de Côte d'Ivoire et le troisième en Afrique de l'Ouest. C'est à juste titre qu'il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 et un an avant comme réserve de biosphère. C'est un bien qui appartient à la Côte d'Ivoire, mais qui appartient en même temps au monde entier. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a proposé ainsi. Donc, ma présentation implique qu'au plan national et au plan international, je puisse apporter avec mon équipe, avec ma vision, avec la structure, tous les éléments scientifiques et même techniques qui doivent accompagner la gestion de ces parcs, de ces réserves de biosphère-là et de ces biens pour l'humanité. Qu'est la Comoé? Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial, couvre les régions du Tchologo, du Hambol et du Bonkani. Sa préservation est certes l'affaire de l'État de Côte d'Ivoire, mais avant tout celle des populations riveraines qui peuvent en tirer profit et l'OIPR en fait un point d'honneur. La réalité, quand ces populations riveraines sont impliquées fortement dans la gestion des aires protégées, on a moins de problèmes. Parce que comme vous le savez, ceux qui braconnent à l'intérieur de ces espaces, c'est en général les populations riveraines. Mais quand celles-ci décident de ne plus le faire, ça facilite notre tâche. Les actions profitables du comité de gestion locale sont appréciées par la population. Les uns et les autres ont compris que par le passé, étant chasseurs, ils n'ont pas pu tirer grand-chose de leur métier de chasse. Un animal aujourd'hui, vivant, il rapporte plus qu'un animal mort. La Côte d'Ivoire compte 8 parcs et réserves. Sur tous ces sites existe un comité de gestion locale qui tient 4 sessions dans l'année. L'objectif visé reste la préservation de la faune et de la flore. Les assises de la FAO, vous le savez, se tiennent à Abidjan, des assises sur la transformation de l'agriculture en Côte d'Ivoire qui analysent aussi les changements climatiques. Les effets des changements climatiques sont désormais perspectives dans le monde rural en Côte d'Ivoire, à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire et à Beauville, dans l'une des zones de production du cacao. Les paysans ont leur stratégie pour faire face à la situation, nous dit Noanyanyo. Fofana est cultivateur à Odiéné. Sur le changement climatique, sa connaissance est désormais acquise. On le voit sur nos parcelles d'exploitation. Comment? Parce que les temps changent à ce qu'on observe. Et puis, il pleut au moment où on ne s'attend pas à la pluie. Et puis, il ne pleut pas au moment où on s'attend à la pluie. Idem à Agboville, dans le sud, une zone de production du cacao. Avant, il y avait la grande saison et la petite saison. Et avant, quand il commence à pleuvoir en juin jusqu'en octobre, il continue à pleuvoir. Mais maintenant, tu trouves que quand il pleut un peu en juin, il s'arrête. En août, il pleut un peu. Il peut s'arrêter pour attendre jusqu'à venir vers octobre, il reprend. Cette année, par exemple, depuis décembre, il a arrêté de pleuvoir jusqu'en mars. À Odiéné, tout comme à Agboville, on se donne les moyens de faire face à la menace avec des moyens endogènes. Malgré le soleil, tu vas voir là, quand le soleil est là, là est protégé. Quand le matin, ça y est, là est protégé. Et puis en bas, l'ombrage, chaque arrêt, c'est toujours mouillé. Dénominateur commun de cette réponse, la réforestation et les arguments sont éloquents. Il faut planter des arbres dont la taille dépasse le cacaoyer et il faut aussi planter des arbres qui ne conservent pas les insectes. Il faut éviter de planter les arbres qui sont hauts d'insectes. C'est pour ça que sur cette pépinière, par exemple, on a le niangon, qui est un arbre qui est haut d'ombrage. On a l'acajou, qui est aussi haut d'ombrage. On a l'assamela, qui est haut d'ombrage. On a le habi. Aujourd'hui, il faut préserver peut-être les bois. Nous, on s'est dit qu'en plantant l'anacardier, ça peut changer quelque chose. On n'est pas en train de faire de la déforestation. Peut-être on est en train de reboiser les espaces qui ont été peut-être défrichés à outrance avant. Une démarche en phase avec celle préconisée par la FAO. Conclusion, l'agriculture peut apporter elle-même une solution idoine aux effets du changement climatique.
L'ONG CAR International apporte son soutien matériel et financier à plus de 4000 groupements de femmes sur l'étendue du territoire national pour leur autonomisation. En 2016, l'organisation souhaite atteindre 5000 pour assurer au mieux son action. L'ONG CAR International a signé une convention de partenariat avec l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Doigt de laser. La sécurité alimentaire en milieu rural, la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation de la femme dans les régions de Côte d'Ivoire sont de véritables préoccupations pour l'organisation non gouvernementale CARE International. 4013 groupements de femmes et de jeunes sont encadrés par la structure et plus de 90 000 femmes bénéficient déjà du soutien matériel et financier pour mener à bien leurs micro-projets. Pour renforcer son action d'appui aux femmes, un partenariat est signé avec l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Un des piliers des programmes de l'ANADER, de travailler aussi avec les populations rurales les plus vulnérables. C'est également l'ambition de CARE, d'élargir nos programmes et de renforcer par notre complémentarité l'impact qu'on a sur le terrain. Il y a des années que nous travaillons ensemble, mais nous n'avons pas encore signé un cadre formel de collaboration. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons les accompagner pour pouvoir appuyer ces groupements de femmes, des groupements de jeunes, pour les activités de production, les activités de lutte contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, CARE International multiplie ses actions de solidarité afin d'assurer l'encadrement de 5000 groupements composés de 125 000 femmes dans les domaines agricoles et autres activités génératrices de revenus. Dans le domaine des médias, le marché international des programmes de télévision se poursuit à Cannes. Il rassemble tous les acteurs internationaux de l'industrie audiovisuelle venus acheter ou vendre des contenus TV. La RTI participe aux échanges, nous dit Christelle Ménan, notre envoyée spéciale. Elles sont chaînes publiques ou privées et partagent presque les mêmes problématiques dans ce contexte de mondialisation des contenus TV. Du Canada, du Danemark, de la Pologne, d'Italie et de la Côte d'Ivoire avec la RTI, ces chaînes de télévision se sont rencontrées lors d'un panel au MIP TV. L'occasion d'un partage d'expériences et de visions. Traditionnellement, la Côte d'Ivoire a toujours été réputée pour ses séries de comédies. Mais depuis un certain temps, les genres ont commencé à se diversifier et nous nous sommes lancés dans la production de comédies romantiques et dramatiques et également de séries policières avec beaucoup d'action. Fiction, programmes TV sont aujourd'hui et de plus en plus les fruits de coproduction internationale. Le business des contenus TV explose et le Sud est à nouveau l'Eldorado. Mais l'Afrique notamment ne doit plus se contenter de n'être encore et toujours que fournisseur de matières premières. En Côte d'Ivoire, on vise loin, plus loin. Donc comment comprendre qu'on peut passer pour un même épisode de 26 minutes de 100 000 francs CFA à 300 millions? En formant, en accompagnant, en aidant à ce que nos scénaristes atteignent un niveau international très élevé. Donc en faisant cela, non seulement nous nous garantissons en tant que RTI l'accès à des programmes de qualité que nous pourrons diffuser sur nos antennes, mais nous permettons à la Côte d'Ivoire d'exporter. Nous permettons à la Côte d'Ivoire de pouvoir capter des devises sur un secteur à haute valeur ajoutée, pas simplement sur des matières premières, mais également sur un secteur comme l'audiovisuel, qui est un secteur à très haute valeur ajoutée. Ainsi produits, ces contenus alimentent les chaînes locales et par-delà intéressent beaucoup les canaux occidentaux friands de diversité et de nouveautés, mais avant tout de production de qualité. Nous avons eu l'occasion de présenter le catalogue RTI Distribution, essentiellement composé de séries ivoiriennes de fiction, donc des séries produites avec vraiment des standards internationaux qui ont pu générer un engouement vraiment intéressant de la part d'acteurs internationaux, pas seulement en provenance de l'Afrique, mais également d'Europe et même d'Amérique, et notamment des attentes en matière de coproduction de ces mêmes acteurs internationaux. En participant à des marchés audiovisuels de renommée tels que le MIP TV, la RTI investit non seulement dans la visibilité, mais plus encore dans la crédibilité du Made in Côte d'Ivoire. Un mot de sécurité avec les points focaux nationaux des pays de l'Afrique de l'Est qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont venus partager l'expérience ivoirienne en matière de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre. Mariam Sissé et Alexis Ouedraogo. La Commission nationale ivoirienne de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre ouvre ses portes aux autres pays. Elle reçoit les points focaux de l'Afrique de l'Est. Objectif de la visite, s'imprégner du modèle ivoirien. C'est un très grand intérêt pour la Côte d'Ivoire
de savoir que ailleurs les gens apprécient le travail que nous faisons parce qu'ils sont arrivés tous de l'Afrique de l'Est. Mais au-delà des collectes d'armes, c'est plutôt le fonctionnement du système qui nous vaut aujourd'hui donc la visite de nos partenaires. C'est plutôt de l'expertise ivoirienne qui attire. Pour les initiateurs, les attentes sont grandes. Développer un réseau efficace de contrôle et de gestion des armes légères et de petit calibre en Afrique. Pour nous, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est l'activité, c'est l'esprit de travailler ensemble. On est venu ensemble pour chercher comment mitiguer les problèmes causés par la prolifération des armes légères. Le but principal, c'est d'en arriver là. Prévue sur 3 jours, cette visite d'échange et de partage d'expériences s'inscrit dans la deuxième phase de la mise en œuvre d'activités de renforcement de capacité des commissions nationales existantes. L'action débute par l'Afrique de l'Est, mais le pays attend pour les jours à venir plusieurs autres commissions, dont celle de l'Afrique de l'Ouest. Depuis la crise à Bouna, les ressortissants ne cessent de tenter de ramener le calme. C'est le cas de l'Union des Malinké du Bunkani vivant à Abidjan, alors tenue d'une réunion des 4 à Makori pour lancer un appel au calme et voir dans quelle mesure l'Union peut exprimer sa solidarité à l'endroit des victimes. Ben Touré et Hamza Diaby. 2 tonnes de riz, de l'huile, des cartons de savon, des nattes, des médicaments de première nécessité, des vêtements, des seaux et des bouilloires. C'est le don des fils et filles Koulongo et Malinké de Boukani vivant à Abidjan, aux déplacés de la récente crise qui a secoué leur région. Avec ce don en vivre et non-vivre, ils veulent apporter leur compassion aux personnes déplacées, tout en leur permettant de retrouver leur dignité. Parce que les villages qui ont été brûlés, les gens ont fui, ils n'ont rien sur eux, donc un lambeau sur le corps. Donc nous avons décidé de leur apporter des vêtements. Et tout ça grâce à des amis. En recevant ces dons, qui seront par la suite remis aux déplacés sur les différents sites, le roi de Bouna, à travers son porte-parole, a traduit sa reconnaissance aux fils et filles de Boukani. Pour lui, le plus important reste le renforcement de la cohésion sociale pour le développement du Boukani. Je pense que ça vient compenser un peu ce qu'ils ont perdu. Il faut aller à la cohésion, il faut aller à la paix pour que le Boukani puisse amorcer son développement. Les fils et filles de Malinké et Koulongo vivant à Abidjan, réunis en association, comptent poursuivre ces initiatives pour le bien-être de leurs parents. Voilà, c'était la cérémonie de don de vivre aux déplacés de Bouna avec Mamadou Kwasi. À Bloléquin, les femmes prônent la cohésion sociale. Il s'agit pour elles, qui se regardaient en chien de faïence depuis quelques années, de montrer à travers une cérémonie que la paix est de retour dans leur cité. Emma Niamé. Femmes Sénoufo et femmes guérées côte à côte mettent dans la main au centre culturel de Bloléquin. Devant environ 1 millier de personnes qui ont effectué le déplacement, ces femmes des 2 communautés célèbrent ainsi la paix et la cohésion retrouvée. Nous devons y croire et y arriver, car si Dieu nous donne longue vie, nous serons ce que nous rêvons d'être. Chères sœurs, à vous qui hésitez encore, rejoignez-nous, car l'heure est aux actions pour une émergence socio-économique d'ici 2020. Impensable hier dans cette zone frappée des séquelles de la guerre, la cohabitation est de nouveau une irréalité. Un gain pour la région et bien plus pour la Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de l'union de ses fils pour son développement. Je voudrais vous exhorter à cultiver la paix, l'entente, la cohésion, l'entraide et surtout l'amour. Car sans ces vertus et qualités, rien de grand ni de beau ne peut être bâti durablement. Cette cérémonie a aussi réuni des femmes des communautés Baoulé, Koyaka et Djimini, membres de l'association Gigata de Bloléquin, qui effectuait sa sortie. Marraine de la cérémonie, Barakissa Djoua a offert à l'association 200 chaises Malaga, 4 bâches blanches, un chapiteau, 150 complets d'épargne, un bœuf et un montant de 1 million de francs CFA. Au chapitre santé, ce constat, un Ivoirien sur 5 souffre d'insomnie. L'insomnie est devenue un problème de santé publique. Insomnie aiguë, insomnie chronique, mauvaise perception du sommeil. Notre équipe de reportage a rencontré des insomniaques chroniques et des spécialistes qui proposent des techniques pour vaincre l'insomnie. Regardez. Insomnie, sommeil difficile ou dormir peu, sommeil non récupérateur. Un Ivoirien sur 5 en souffre et un travailleur sur 3
ne trouveraient pas le sommeil en raison du stress, de l'anxiété et des chocs émotionnels. L'insomnie est devenue un problème de santé publique. Il est 22h à Port-Boué, à Dioufou. Dame Rose s'occupe dans la cuisine et au salon alors qu'il est l'heure de dormir. Dormir 1 heure, 2 heures du temps, vraiment, c'est vraiment difficile pour moi. Bien dormir est important pour le fonctionnement de l'organisme humain. Bien dormir procure la bonne santé, la bonne humeur. C'est pendant le sommeil que les muscles se régénèrent, le système immunitaire reprend des forces, la mémoire se consolide. Bref, les besoins moyens de sommeil pour tout adulte sont de 7 heures à 9 heures par jour. Ceux de l'adolescent oscillent entre 8 heures et 9 heures par jour, quand ceux des enfants varient selon l'âge de 9 heures à 18 heures par jour. Mais il est parfois difficile chez certaines personnes de satisfaire cette exigence vitale. Les troubles ou absences de sommeil conduisent la victime chez le médecin généraliste. Traitement sans succès pour certaines, et après cas permis sur un centre spécialisé. Consultation. Qu'est-ce qui me fait? Souvent 21h, j'ai fait mes énergies. Le diagnostic est clair. Madame Seka souffre d'insomnie. Étant donné que l'insomnie peut être due à une maladie organique et aussi à une maladie psychique, donc il faut évaluer la patiente autant sur le plan psychique et sur le plan organique. Dans nos statistiques, nous avons approximativement 30% d'insomnie comme motif de consultation. 24 heures après un manque de sommeil et les effets, voire les conséquences se font sentir. Le lendemain au réveil, voilà, c'est un sujet qui sera fatigué, qui aura un trouble de la concentration. C'est un sujet qui aura un trouble de la mémoire, c'est un sujet qui aura des céphalées, un ralentissement dans les activités. En cas de trouble du sommeil, les patients ont tendance à avoir recours systématiquement aux somnifères. En fonction de la cause, le traitement peut varier entre 2 semaines jusqu'à 3 mois, jusqu'à 6 mois de traitement. On peut aller même jusqu'à 1 an de traitement en fonction de la cause. Pourtant, ces médicaments ont des effets secondaires et provoquent un risque d'accoutumance. C'est-à-dire que plus le temps de médicament augmente, le patient a besoin d'une dose plus élevée pour pouvoir dormir. Comment retrouver un bon sommeil? Quelles sont les techniques qui permettent d'éviter le recours aux médicaments? Diététiciens, psychologues et médecins proposent. On peut guérir de l'insomnie. Un sujet doit être capable de dormir sans médicaments. Le traitement est accompagné d'une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qu'on entend par hygiène? Il faut avoir une bonne literie, c'est-à-dire là où tu dois dormir, ça doit être bien. Il y a aussi les pollutions sonores et tout ce que nous avons. Arrivé à un certain moment, nous sommes un peu aisés, il y a la télévision chez nous, dans nos chambres, l'ordinateur, la radio et tout. Le plus souvent, ces genres d'émetteurs-là restent allumés pendant que nous cherchons le sommeil. Mais il y a aussi le problème d'adapter son alimentation. Et ce que nous allons conseiller, en fait, c'est des aliments qui sont riches en magnésium, parce que le magnésium favorise le sommeil. Quels sont ces aliments? C'est d'abord le cacao. Il faut consommer aussi du soja, les haricots blancs. Il faut consommer aussi du maïs. C'est les aliments locaux qui sont très, très riches en magnésium, qui peuvent favoriser le sommeil. Il faut en plus consommer suffisamment de légumes et fruits. Diététiciens, psychiatres, psychologues sont tous unanimes. L'alimentation et une bonne hygiène de vie vous conduisent tout doucement dans les bras de Morphée. L'hôpital général d'Adzopé vient de bénéficier d'un don composé de matériels médicaux et de compléments nutritionnels. L'initiative est de l'ONG Aviation sans frontières en partenariat avec le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Commentaire Chantal Eouma à Candan. Du matériel, des compléments nutritionnels et d'équipements médicaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA. C'est le geste fait par l'ONG Aviation sans frontières, en partenariat avec le mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, à l'hôpital général d'Adzopé. Une initiative qui vise, selon les donateurs, à renforcer le plateau technique et sanitaire de cet hôpital. Le directeur de l'hôpital, Dr Cissé Moustapha, a traduit sa reconnaissance et entend tout mettre en œuvre
afin que ce don profite aux malades qui fréquenteront ce centre. Une visite guidée de l'hôpital a permis de constater les difficultés de cet établissement sanitaire qui manque d'infrastructures et du matériel technique adéquat. Hors de nos frontières, une malade d'Ebola est décédée dimanche en Guinée, portant à 8 le nombre de morts sur 9 cas recensés depuis le 17 mars, date de la réapparition du virus en Guinée, où l'épidémie avait été déclarée finie le 29 décembre dernier. Une autre maladie qui fait en ce moment plus de victimes, c'est le diabète. Pour la première fois, l'Organisation mondiale de la santé dresse un bilan du diabète dans le monde. Le nombre d'adultes diabétiques a quadruplé en 35 ans. En clair, près de 422 millions d'adultes dans le monde souffrent de diabète, soit 4 fois plus qu'en 1980. L'OMS tire la sonnette d'alarme dans un rapport publié ce mercredi sur cette maladie chronique grave, souvent liée à l'obésité. Ici, 3 infrastructures inaugurées à Bondoukou, précisément à Kwafo Akidom. Il s'agit d'un marché, d'une mosquée et d'un terrain de sport, une initiative de la mutuelle du village, Norbert Zei, AIP Bondoukou et Thérèse Tapeyobwe. Kwafo Akidom est une localité située à 25 km de Bondoukou. Ce village est doté désormais de 3 nouvelles infrastructures qui viennent d'être inaugurées. Il s'agit d'un marché, d'une mosquée et d'un terrain de sport. C'est une initiative de la mutuelle du village dénommée Sankofa qui signifie en langue bron « retour aux sources ». Les efforts constants des cadres ont été relevés par Kamangate Ali, fils de la région. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été fait sur fonds propres des fils du village. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une retenue d'eau. Ensuite, nous avons besoin d'un château d'eau. Si on pouvait avoir un collège, ce serait bien. Nous sollicitons franchement l'appui de l'État. Les femmes, la chefferie traditionnelle, les communautés religieuses ont toutes exprimé leur joie pour toutes ces infrastructures réalisées dans le village. On a déjà inauguré la mosquée, on vient d'inaugurer le marché. C'est une joie qui nous anime. Aujourd'hui, les femmes ne vont plus vendre dans le village. On a au moins un cadre où tout le monde peut se retrouver pour faire les achats. Je suis ému de ce travail que mes cadres ont fait. Et c'est pour dire que la population et mes cadres, nous attendons. En plus des 3 nouvelles infrastructures socio-économiques inaugurées, la mutuelle Sankofa a mené déjà plusieurs actions de développement. Il s'agit de la réhabilitation de l'école primaire et de logement des maîtres, de l'ouverture de routes, de l'achat de 3 véhicules de transport, ainsi que de la construction de l'église catholique. Au Bénin, Patrice Talon, élu le 20 mars dernier, avait plus de 65% des voix, prête serment ce mercredi. Une investiture sans chef d'État, une exigence du nouveau président qui veut une gouvernance sobre et sous le signe de la compétence. En Afrique du Sud, le Parlement a rejeté la destitution du président Jacob Zuma demandée par l'opposition. On fait le point avec Thomas Kessampi. Le Parlement sud-africain a rejeté ce mardi la destitution du président Jacob Zuma demandée par l'opposition après un jugement de la Cour constitutionnelle accusant le chef de l'État de violation de la Constitution. Le résultat du vote, 143 voix en faveur de la destitution et 233 contre. La motion est donc rejetée, a indiqué le vice-président du Parlement, Léchéza Senoli, à l'issue d'un vote électronique des députés. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain ANC, qui soutient officiellement Jacob Zuma, a usé de son écrasante majorité au Parlement pour rejeter la destitution qui nécessitait 2 tiers des voix pour être acceptée. La procédure avait été lancée par le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, après le jugement historique la semaine dernière de la Cour constitutionnelle. La plus haute instance judiciaire du pays a jugé que le chef de l'État avait violé la Constitution en refusant de rembourser l'argent public utilisé pour rénover sa propriété privée. En cause, la piscine, un centre pour visiteurs, un enclos pour bétail et un poulailler qui n'étaient pas liés à des travaux de sécurité. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.